J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré au contrôle de l'État sur les écoles privées. Une commission d'enquête parlementaire vient d'être créée à la suite du scandale Notre-Dame de Bétharram. Comment les établissements scolaires sous contrat sont-ils contrôlés? Comment mettre fin aux dérives en matière de respect de la laïcité ou d'utilisation de l'argent public? Une surveillance accrue permettrait-elle de détecter les violences physiques, les violences sexuelles? Avant de répondre à ces questions avec nos invités, Jérôme Rabier nous rappelle le cadre de ces contrôles. 2 millions d'élèves fréquentent les écoles privées sous contrat, soit près de 20% des effectifs scolaires. En contrepartie, l'État et les collectivités financent plus de 75% des coûts. Malgré ce financement largement public, la Cour des comptes avait dénoncé en 2023 un contrôle financier qui n'est pas mis en œuvre et un contrôle pédagogique exercé de manière minimaliste. Pour les représentants syndicaux des inspecteurs, c'est d'abord faute de moyens, malgré 60 nouveaux postes annoncés par Elisabeth Borne. Les 60 postes dont elle parle sont des postes qui sont déjà déployés. Ce ne sont pas de nouveaux moyens qui permettront de renforcer les contrôles à l'avenir. Ce sont des postes qui ont été déployés depuis 2 ans, mais qui, de toute évidence, sont encore insuffisants et n'ont pas permis d'augmenter le rythme de contrôle des établissements. L'État a pour objectif un contrôle tous les 5 ans des établissements, publics ou privés, un chiffre loin d'être atteint. Et dans le privé, tous les personnels ne peuvent pas être contrôlés, une situation dénoncée par la sénatrice écologiste Monique de Marco. Le rectorat ne peut pas contrôler d'autres personnes que le personnel enseignant. Ça veut dire que le personnel encadrant, qui sont les surveillants, les chefs d'établissement, ne sont pas contrôlés. Il faudrait modifier le code de l'éducation pour lui donner les moyens, le rectorat ou le ministère de l'Éducation nationale, de pouvoir contrôler donc ce type de personnel. Mais pour les défenseurs de l'école libre, l'État ne peut pas contrôler des personnels qu'il ne finance pas, mais devrait faire du contrôle des établissements une priorité. Plus de contrôle sur les corps de professeurs et sur les établissements pour le respect du contrat de gestion, c'est ce que demandent les principaux organisateurs de l'enseignement privé sous contrat. Et s'il y a eu défaillance, c'est parce que les rectorats, c'est parce que le ministère n'en a jamais fait la priorité. L'établissement Notre-Dame de Bétharram, malgré le scandale et de nombreuses plaintes, n'a pas été inspecté depuis 1996. Le ministère vient d'ordonner un nouveau contrôle qui doit avoir lieu dans les prochains jours. Comment mieux encadrer les établissements privés? On en débat avec Colombe Brossel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste de Paris, secrétaire de la Commission de la Culture, Éducation, Communication et Sport, ici au Sénat. Philippe Delorme, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique. Clément Soudaille, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste éducation à la Croix. Et Sophie Dravinel, évidemment, est restée à mes côtés, éditorialiste politique. Je vais redonner quelques chiffres pour poser les bases. L'établissement privé sous contrat sont des chiffres qui datent de 2022, c'était 7500 établissements, plus de 2 millions d'élèves, ça représente 17,6% des effectifs scolarisés. Mais on l'a vu, ça a été dit notamment dans un rapport de la Cour des comptes, pas suffisamment contrôlé, Colombe Brossel. Par manque de moyens ou par manque de volonté politique? Par manque de volonté politique. On a, il y a 1 an, organisé un débat de contrôle de l'action du gouvernement avec les sénateurs et sénatrices socialistes sur cette question-là, pour savoir comment, dans l'enseignement privé sous contrat, qui, je le rappelle, est financé à plus de 75% par des fonds publics. Ce sont les impôts de l'ensemble des Français qui financent les 3/4 de l'enseignement privé sous contrat. Eh bien, il est normal qu'il y ait des contrôles qui soient effectués, des contrôles de plusieurs ordres, des contrôles administratifs, des contrôles financiers et évidemment des contrôles pédagogiques. On a eu des échanges plusieurs fois avec M. Delorme qui dit « mais nous y sommes prêts oui. ». Et de ce point de vue-là, il a raison, il n'y a aucune volonté politique de la part de l'État. Alors, on a eu 4 ministres de l'Éducation nationale en 1 an, ça n'a certainement pas aidé, mais chacun des 4 que nous avons interrogés sur ce sujet nous dit « ah, écoutez, c'est formidable, on a mis 60 postes supplémentaires pour exécuter des contrôles ». Enfin, il y a 30 académies dans notre pays, donc si vous voulez, déjà, ça ne fait pas la maille. Hein. Le rapport parlementaire dont vous parliez dans le sujet disait, en moyenne, c'est un contrôle tous les 1500 ans. Enfin, c'est normal que l'argent public soit contrôlé et donc il faut que ça soit une priorité du ministère. Et puis c'est tout simplement aussi inscrit dans la loi de Debré votée en 59, dans les établissements privés qui ont passé des contrats prévus, l'établissement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. Philippe Delorme, on parle de quel type de contrôle ?
Madame la sénatrice l'a évoqué, les contrôles pédagogiques, on les a au même titre que le public. Il pourrait y avoir un débat d'ailleurs sur les contrôles pédagogiques parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais c'est au même niveau que le public. Il y a des contrôles donc financiers qui doivent être réalisés par la DGFiP, qui doivent vérifier que du bon usage des deniers publics. Donc c'est la Direction générale des finances publiques, absolument, c'est ça, et qui doit vérifier du bon usage des finances, de biens publics, des finances publiques, ce qui est tout à fait normal. Et vous avez les contrôles administratifs qui doivent vérifier qu'on est conforme à la loi Debré, c'est-à-dire qu'on respecte les programmes, les horaires, que l'accueil de tous est assuré, que la liberté de conscience est assurée. Et on peut ajouter un chapeau qui n'était pas dans la loi Debré à l'époque, que les valeurs de la République sont respectées, aussi bien évidemment dans l'action d'enseignant, mais aussi dans l'action éducative de l'établissement, que les valeurs de la République soient aussi vécues et respectées dans nos établissements. Donc, je l'ai dit, et je le dis avec force, nous sommes favorables au contrôle parce que nous n'avons rien à cacher. Et si des établissements n'étaient pas dans les clous, eh bien, il faudrait en tenir compte. Mais moi, je suis tout à fait favorable au contrôle. Que disait Clément Soudaille, le rapport de la Cour des comptes il y a 2 ans sur ces lacunes? Il disait justement qu'il n'y avait pas que ces fonds publics n'étaient pas contrôlés, que c'était pas normal, quoi. Mais pas du tout, quasiment pas. Quasiment pas, oui. Oui, non, c'était. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et depuis, il s'est passé. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'affaire Stanislas, si on peut appeler ça comme ça, qui a fait beaucoup de bruit. Donc il y a eu lycée parisien, qui a été mis sur le devant de la scène par l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, un peu à son corps défendant, enfin, je ne sais pas, mais où des contrôles ont été suscités, parce qu'il y avait aussi des faits qui avaient été révélés, notamment par Mediapart, qui mettaient en cause un climat homophobe, le fait que des cours de catéchisme étaient obligatoires, ou de catéchèse étaient obligatoires, etc. Il y a eu un contrôle qui a été fait, qui a montré qu'il y avait des choses à revoir, effectivement. Après, les dernières nouvelles de l'inspection générale, c'était que le message était passé et que les choses rentraient dans l'ordre. Enfin, voilà, il y a eu un avertissement, si on peut dire. Il n'y a pas eu de sanction, il y a eu un avertissement et Stanislas a dit qu'il se remettait, que voilà, ils précisaient leur projet, la différence entre catéchèse pastorale, etc. Alors, il y a une question, il y a plein de thèmes dans ce débat qui est passionnant. Et on viendra forcément à l'affaire Notre-Dame de Bétharram, parce que c'est aussi pour cette raison qu'on a eu envie de parler des contrôles sur les établissements privés. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, autour de 7500 écoles privées en France. Elles sont très, très largement catholiques. Selon la sénatrice socialiste de la Drôme, Marie-Pierre Monnier, la laïcité, et c'est le thème dont on va parler, n'y est pas toujours respectée. On l'écoute. Les exemples mis en lumière par des enquêtes journalistiques, notamment publiées par Libération et Le Monde, ne manquent pas. Ici, un enseignant en Auvergne contraint de lutter avec son équipe de direction pour ne pas assister à une messe. Là, un établissement à Toulouse, où l'équipe éducative se voit refuser d'organiser la venue du planning familial. Un lycée à Compiègne, où la direction s'oppose à l'organisation d'une sortie pour voir le biotique sur Simone Veil. Dans plusieurs établissements, des temps religieux obligatoires pour les élèves comme le catéchisme ou la messe, alors que la loi impose leur caractère optionnel. Si les langues se délient peu à peu, l'omerta reste de mise, frappant aussi bien équipe éducative qu'élèves et parents. Philippe Delorme, ça dépend de qui ? Du chef d'établissement, et je ne dis pas que ce qui est décrit là se passe dans des 7500 établissements privés, on est bien d'accord. Parce que tout est un peu mélangé là-dedans, dans ce propos. Oui, la catéchèse et la messe doit être facultative. Oui, des cours de culture chrétienne ou de culture religieuse peut être obligatoire dans la mesure où on fait appel non pas à la foi, mais on fait appel à une démarche intellectuelle, à une démarche de connaissance. Là, on voit bien que c'est un peu difficile. Certains voudraient qu'on fasse comme... Mais là, on parle de toutes les religions, on est bien d'accord. Pas forcément. On peut faire un cours de culture chrétienne. Vous avez des enfants, des jeunes qui sont inscrits dans une école catholique et qui ne sont pas forcément catholiques. Vous avez souvent dans nos classes, presque toujours, un crucifix au mieux. Il m'apparaît légitime d'expliquer aux enfants le sens de ça. Et on ne fait pas appel à leur foi, on fait appel à leur raison. Et on mélange un petit peu tout ça. On mélange un petit peu tout ça. Il y a eu comme ça des affaires où on reprochait à ce qu'un évêque donne une conférence à des élèves de terminale en disant que c'est une atteinte à leur liberté de conscience. Parce que sa qualité d'évêque ferait que forcément ça serait une atteinte à la liberté de conscience. Je ne le pense pas du tout. Je pense au contraire, ça ouvre leur conscience. On ne leur demande pas croire. Mais ce ne sont pas des atteintes à la laïcité pour vous?
pour moi, si un évêque vient donner une conférence à des élèves de terminale sur la liberté, ce n'est pas une atteinte à la laïcité. Non. Ce qu'on comprend, si je peux me permettre, c'est que ça dépend beaucoup du chef d'établissement et de la façon dont il intègre ce sujet de la laïcité. C'est-à-dire, c'est évidemment la façon avec laquelle, le regard que lui-même porte sur cette laïcité, et qui peut être extrêmement fluctuant, et qui peut qui peut donner lieu à des contestations du côté des parents d'élèves qui trouvent qu'il y a une parents d'élèves, quasiment jamais. Je vous dis tout de suite, quasiment jamais. Les contestations qu'on peut avoir sont souvent d'enseignants, mais de parents d'élèves, pas. Mais la laïcité, on la vit, et on la vit pleinement dans nos établissements. Encore faut-il qu'on soit d'accord sur cette conception de la laïcité, qui est au service de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Oui, mais en même temps, on respecte la liberté de conscience, la liberté de croire ou ne pas croire, et je veux dire, c'est ça qui est important, parce qu'effectivement, on doit être très vigilant là-dessus. Votre avis sur ce thème? Il y a deux sujets, me semble-t-il. Il y a que peut financer l'argent public. C'est normalement extrêmement clair, si on se replonge dans l'ensemble des textes. Et donc non, il n'est pas possible que de l'argent public finance, par exemple, des cours de catéchèse. C'est pas le cas. Non, mais pas le cas. Et il y a eu quelques cas. Les choses se sont généralement arrangées, que ce soit sur en effet des faits révélés par des enseignants ou par des enquêtes. Mais ça, par exemple, ça n'est pas possible. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est le respect des programmes. On va avoir à la rentrée un vrai moment de vérité. Le programme sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie des programmes de l'éducation nationale et son application ne pourra pas être soumise au bon vouloir d'un chef d'établissement. Donc vraiment le sujet, et c'est pour ça que la question des contrôles, elle est fondamentale. Le sujet, c'est qu'on a aujourd'hui un enseignement privé sous contrat qui existe et qui scolarise 2 millions d'enfants. Dont acte. Mais par contre, ce financement par l'argent public, il doit respecter des règles. Et pour respecter des règles, il faut qu'il y ait des modalités de contrôle. Clément Soudaille, sur les contenus pédagogiques, effectivement, comment ils sont définis, contrôlés? Ils sont contrôlés comme dans le public, en fait. Enfin, c'est vraiment les programmes, tout simplement. Vous êtes d'accord pour dire que ce sera un moment de vérité, ça, à la rentrée? Oui, l'éducation, je vais simplifier, l'éducation sexuelle. Alors, je suis d'accord, mais partout. Enfin, parce que j'ai eu plusieurs enseignants. Pas seulement dans le privé, quoi. Pas seulement dans le privé. J'ai eu une enseignante qui est dans le public, en REP, et qui me disait, je lui demandais comment est-ce que vous allez vous en saisir, comment est-ce que vous allez. Elle me disait, mais c'est un non-sujet chez nous, personne n'en parle, et si j'avais pas des antennes qui m'indiqueraient que ce programme existe dans mon collège, on n'en parle pas. Voilà, parce qu'ils ont des milliards d'autres sujets, de problèmes à régler, et c'est vraiment pas prioritaire. Donc je pense que c'est un vrai sujet, et qu'en plus, enfin voilà, elle me disait, c'est d'autant plus crucial qu'elle a des élèves qui sont confrontés à des mariages forcés, il y a des vrais problèmes, mais dans son établissement, c'était... Et c'est pas parce que c'est difficile à aborder ces sujets-là, y compris dans des établissements publics où des enfants ont des confessions religieuses qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aborder ces sujets-là aussi. Et puis qu'ils ont aussi d'autres problèmes à se gérer et d'autres urgences. Enfin, je pense que c'est un ensemble de choses. Mais pour je pense que c'est pas que dans l'éducation catholique. Est-ce que vous vous attendez quand même que certains profs ou que certains chefs d'établissement catholiques accueillent froidement ces nouveaux programmes? On a beaucoup travaillé depuis la première publication jusqu'à la publication officielle sur le contenu de ces programmes. Je dirais que d'abord, je distinguerais un peu les niveaux. En premier degré, donc le primaire, surtout dans le contexte actuel, ne fait que renforcer l'importance. Il y a une éducation à la pudeur, au respect de son corps, au respect du corps de l'autre, au consentement. Personne ne peut être contre ça. Et là-dessus, moi, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté. Et puis là, c'est les professeurs des écoles qui vont mettre ça en place avec des modalités. Ils ont l'habitude, les professeurs des écoles. Il y a quelque chose de... Second degré, c'est plus compliqué. Il y a des points qui vont être forcément des points un peu de tension. Ça ne veut pas dire que le programme ne sera pas fait. Et puis, il y a un enjeu de formation des personnes qui vont intervenir. C'est un enjeu majeur. On ne s'improvise pas sur ces questions-là qui touchent l'intime, parce que j'entendais, c'est comme un programme d'histoire. Non, ce n'est pas comme un programme d'histoire. Là, on touche l'intime. On touche des enfants qui n'ont pas la même progression dans le développement physique, mais aussi dans la maturité, dans leur maturité. Donc, il faut être à la fois délicat, parce qu'il y a des sujets qui sont abordés qui peuvent être délicats, qu'on ne sait pas toujours ce que les enfants ont vécu, mais nous l'abordons avec sérieux et nous
feront en sorte que ce programme, comme tous les programmes, soit exécuté selon les règles données par la ministre de l'Éducation nationale. Alors, vous nous avez parlé effectivement du financement public. Selon le rapport de la Cour des comptes, ça représentait 8 milliards venus de l'État en 2022, 1 milliard alloué par d'autres ministères, plus de 3 milliards par les collectivités territoriales et 1,8 milliard par des administrations publiques. Ça veut dire, Colombe Brossel, que, je vais être un peu basique, mais sans cet argent, les écoles publiques fermeraient ? Ah bah oui, ça, de toute façon. Mais d'ailleurs, essayez. Autour de vous, vous avez forcément des voisins, des relations qui ont un enfant scolarisé dans l'enseignement privé sous contrat. Et vous allez leur dire, à ton avis, comment c'est financé ? Et une partie des parents vont vous répondre, par mois. Oui. Et vous allez leur dire, non, alors en fait, aux 3/4, c'est moi, c'est nos voisins, c'est tout le monde, c'est les Français. Il y a une méconnaissance là-dessus. Si vous trouvez un autre secteur dans la période budgétaire dans laquelle nous sommes, où il y a 12 milliards qui ne sont absolument pas contrôlés dans notre pays, honnêtement, transmettez-moi l'info, parce qu'on a beau chercher, franchement, ça n'existe dans aucun autre secteur. Donc cet argent, évidemment, il est nécessaire. Et je le redis, le sujet, c'est argent public, contrôle de cet argent. Par ailleurs, il y a une vraie... ça, c'était la commission d'enquête parlementaire qui l'avait montré. Ils ont eu un mal de chien, si vous me passez l'expression, comme la Cour des comptes, à trouver à peu près le bon chiffre. C'est-à-dire que par ailleurs, on parle de 10 à 12 milliards d'euros, mais il n'y a aucune donnée compilée qui permette de dire combien d'argent public, voilà la réponse. Ça, c'est peut-être pas la responsabilité des établissements privés, c'est plutôt la responsabilité de Bercy, du ministère de l'Éducation nationale. C'est totalement la responsabilité de l'État. C'est quand même incroyable que sur des montants comme ça, on n'ait pas de réponse simple à une question qui n'est pas si compliquée que cela. Oui, c'est une vraie responsabilité. Et pas rassurant sur, d'une manière générale, la gestion de l'argent public en France. Bref, on est d'accord. Permettez-moi quand même juste de porter une petite précision. Oui. Certes, nous sommes financés à 75%, mais le coût d'un élève de l'enseignement privé est 2 fois inférieur à celui du public, dans la mesure où toutes les dépenses... Tout simplement, pour plein de facteurs. Le facteur principal, c'est l'investissement. L'investissement est 100% à la charge des établissements. Donc quand vous voyez que... je lisais un article dans un collège des Yvelines public, on va mettre 44 millions d'euros dans la construction d'un collège public. Tout ça, ça s'échappe. Donc, si nous n'existions plus, il faudrait le financer. Contrairement, donc on veut faire des économies aux contribuables. S'il n'y avait pas ces 500 d'établissements privés, il faudrait en construire. On va faire des économies aux contribuables. Parce qu'aujourd'hui, c'est les familles qui payent. Aujourd'hui, c'est les familles qui payent ça. Donc on fait, le contribuable aurait intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus d'enseignement privé, si on voulait pousser le bouchon un peu plus loin, parce que ça ferait faire des économies à l'État. Le raisonnement est un tout petit peu tendu. Mais on peut quand même. On a déjà eu cet échange. Non, mais il y a des sujets qui sont importants. Par exemple, et on en a déjà convenu dans un autre cadre avec M. Delorme, par exemple, l'enseignement en éducation prioritaire, où il y a plus de financement pour les enseignants, est beaucoup plus important en proportion dans le public que dans le privé. Et ça explique aussi le ratio différent entre public et privé. Bref, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes, il est passionnant. Clémence Houdaille, il y a toujours autant d'attractivité des établissements privés, c'est-à-dire des parents qui, lassés des difficultés qu'ils rencontrent dans le public, essayent de se tourner vers le privé, ou est-ce que finalement c'est assez stable? Alors si, il y a toujours, les chiffres étaient stables à la dernière rentrée, il me semble. Après, ça dépend aussi des régions. Dans les zones plus rurales, le privé perd des élèves comme le public, mais c'est une question démographique. À Paris, où la démographie est aussi en baisse, le privé a toujours des listes d'attente. Et il y a beaucoup plus de classes qui ferment dans le public que dans le privé à Paris, parce que et les classes sont moins chargées dans le public que dans le privé. À Paris, je crois que c'est 20 élèves en moyenne dans le public, et dans le privé, même en petite section, on voit des classes à 28, 29 élèves. L'attractivité est toujours là. Et ce qui est même intéressant, si je peux me permettre, c'est de voir à quel point cette affaire privée-publique dans des grandes zones urbaines reflète aussi une certaine hypocrisie de la part de ceux qui défendent le secteur public, mais mettent leurs propres enfants dans le privé. Alors c'est un peu toujours cette légende urbaine, mais elle est quand même extrêmement présente, et c'est d'ailleurs ce qui a suscité cette affaire Stanislas dont vous parliez tout à l'heure, avec une ministre qui met ses enfants, peut-être pour des convictions religieuses, mais surtout aussi parce qu'elle y trouve dans le privé ce qu'elle ne trouve plus dans le public, ce qui est un vrai problème et ce qui est un sujet en soi. Et énormément
responsables politiques avec qui je parle, y compris à gauche, mettent leurs enfants dans le privé, sont bien contents de le faire et me demandent même dans quel établissement ils peuvent aller pour trouver le meilleur environnement pour leurs enfants. Donc il y a là-dessus une certaine, je dirais pas hypocrisie, mais en tout cas un discours compliqué à tenir. Arrêtez de me regarder, je sais pas vous dites tous les gens à gauche, Sophie de Ravenel. 3 enfants dans le public. Voilà, je sais, ça n'est pas vous. Remettons de la rationalité dans ce débat-là. Le sujet, globalement, à l'échelle de la France, on est toujours sur le ratio 80% d'enfants scolarisés dans le public, 20% d'enfants scolarisés dans le privé. Ce ratio ne bouge pas à l'échelle nationale. C'était la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une attractivité vraiment plus forte donc, du privé ? Ça ne bouge pas. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, et avec une croissance ahurissante depuis 15-20 ans, le privé scolarise de plus en plus, et maintenant en grande majorité, des enfants de catégories sociales favorisées et très favorisées. Et c'est bien ça, finalement, l'affaire Stanislas. C'est pas tellement que la ministre scolarise ses enfants où elle veut. Elle en a le libre choix. C'est qu'elle dise, je le fais parce que dans l'école du 6e arrondissement, formidable petite école avec une équipe incroyable, oh là là, les enseignants n'étaient pas remplacés. Et rappelez-vous, tout le monde a dit, en fait, il n'y a jamais eu d'enseignants absents. Il y a une volonté. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enseignants absents dans les établissements publics, et malheureusement, il y en a beaucoup. Mais donc c'est ça le sujet qui est posé aujourd'hui, et non remplacé. C'est ça le sujet aujourd'hui. Ça n'est pas tellement la proportion. C'est les moyens du public. C'est les moyens du public, et le fait qu'aujourd'hui, les enfants de catégorie favorisée sont très majoritairement scolarisés dans le privé. 2 remarques. La première remarque, c'est que si on ne progresse pas, c'est qu'il y a des endroits où on pourrait se développer, on ne nous permet pas de nous développer. On nous empêche de nous développer. Et la deuxième remarque, c'est que Paris n'est pas la France. Et qu'on a un peu trop tendance à regarder Paris et sa sociologie. Je parlais des grandes zones urbaines. Oui, mais même dans les grandes zones urbaines. Et troisième remarque, la gentrification des grandes villes a eu pour conséquence d'augmenter l'IPS moyen, l'indicateur de position sociale, l'indicateur de position sociale de nos établissements. Parce que toutes les catégories moyennes, que ce soit à Paris, que ce soit à Nantes, que ce soit à Bordeaux, etc., sont parties du centre-ville. Ce n'est pas notre fait. Donc ça veut dire qu'il y a moins de mixité sociale dans les établissements. À Paris, vous êtes passé de 10% de population très favorisée à plus de 30% en l'espace de 30 ans. C'est une réalité. On n'y peut rien. Et donc, effectivement, et c'est un regret, la mixité sociale est difficile à mettre en œuvre dans ces grands... Allez, on va revenir au contrôle et à l'affaire Betaram dans un instant. Je vous laisse conclure sur ce thème. Oui, mais alors c'est vrai ce que vous dites, mais on voit quand même une différence d'IPS entre le privé et le public à Paris, notamment. Pas partout. Mais pas partout, mais on le voit quand même. Mais ça pose quand même de vraies questions sur ce que viennent chercher ces personnes dans l'enseignement privé qui ne viennent pas forcément pour l'éducation religieuse. Je reprends la main, pardon, nous interrompre pour reparler des contrôles, parce que cette quasi-absence de contrôle, je vais dire ça comme ça, on se pose cette question. Elle est légitime, peut-être qu'elle est pas totalement juste, mais en tout cas, elle me semble légitime. Cette quasi-absence de contrôle permet-elle aussi à l'omerta de devenir la règle face à des actes de violence physique ou sexuelle ? C'est évidemment ce que l'affaire Notre-Dame de Betaram fait ressortir. On va écouter le porte-parole des victimes qui rappelait l'horreur des faits après un rendez-vous avec François Bayrou. Je le rappelle, ce sont des agressions physiques, des sévices de toute nature, des humiliations et des attouchements et des viols sur des enfants âgés de 8 à 13 ans perprétés par 26 adultes, des prêtres, y compris directeurs et des surveillants laïcs. C'est aussi des élèves qui se sont livrés à des agressions sexuelles très graves, parfois en bande organisée. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore saisi la justice à se manifester, car un nombre colossal de victimes reste encore tapis dans l'ombre. Et dans cette affaire Notre-Dame de Betaram, Sophie, il y a un mot que vous faites ressortir, c'est le mot notabilité. Eh bien oui, Thomas, c'est une couverture de laine épaisse comme on en trouve dans les Pyrénées. Dans ce cas, elle ne réchauffe pas, elle étouffe. C'est la notabilité, celle qui rend les agresseurs intouchables et ceux chargés des contrôles aveugles. Ce n'est pas tant une question de religion que d'influence. Cela n'explique pas toutes les affaires de violences faites aux enfants sexuels ou non, mais cela en éclaire quelques-unes, dont celle de Betaram. Comment expliquer sinon cet aveu aujourd'hui de l'inspecteur d'académie qui avait été chargé de l'enquête
en 1996. Je n'ai pas cherché, je cite, à savoir ce qui se passait dans les dortoirs ou dans des lieux de rencontre des élèves. Je suis reparti de l'établissement en ignorant totalement ce qui est actuellement reproché. Oui, et c'est ce que cet inspecteur d'académie avait confié, ce que vous venez de citer, à nos confrères de la cellule d'investigation de Radio France. Mais sans donner son nom, juste un prénom, Camille. Il est âgé de 88 ans aujourd'hui, cet ancien inspecteur. La crainte des représailles peut-être, sans doute le poids de la culpabilité, la peur, un acteur clé de ces affaires-là, celle du notable. En 1996, ces mots semblaient définitifs, ceux de l'inspecteur. Notre-Dame de Bétarame n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. De quoi protéger tout le monde, dont François Bayrou, victime expiatoire mais coupable comme les autres, ni moins ni plus. Et puis on dira aussi que c'est une affaire de génération et que les regards ont changé. Ce qui change sans doute, c'est que les notables d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'hier, mais l'enfant reste maltraité, négligé, abandonné, il est faible. Pour preuve, il n'y a plus de ministère dédié. Alors Emmanuel Macron a instauré un haut commissariat à l'enfance le 11 février. Comme un pis-aller. Le 11 février, c'est justement la fête de Notre-Dame de Lourdes, celle du célèbre sanctuaire situé justement à quelques kilomètres de Bétarame. Une enfant que personne ne croyait d'ailleurs y aurait vu la Vierge. Un signe pour ceux qui croient au miracle, pour d'autres, une douloureuse ironie. Merci beaucoup, Sophie. On parle de faits qui se seraient déroulés sur plusieurs décennies, entre les années 60 et les années 2010. Colombe Brossel, on parlera éventuellement dans ce débat de François Bayrou, mais est-ce que c'est d'abord une faillite de l'inspection de l'Académie ? Alors, d'abord, quand on entend ces témoignages, quand on les lit, quand on voit ces hommes manifestement ravagés, brisés par des violences sexuelles, physiques, psychologiques, enfin, honnêtement, ça prend aux tripes, pardon de vous le dire trivialement. Et moi, je me dis, il faut penser d'abord à eux et se poser les bonnes questions, ou essayer de se poser les bonnes questions en pensant d'abord à eux. Et il me semble qu'il y a 3 questions qui se posent. La première, c'est qu'est-ce qui fait, alors qu'il y a eu un travail extraordinaire mené par la commission indépendante sur les violences sexuelles au sein de l'Église. Jean-Marc Sauvé la présidait. Qu'il y a eu la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise présidée par le juge Durand. Que cette parole-là, elle n'ait pas été jusqu'à ces instances. Alors, il y a un mal très français qui fait que quand un truc fonctionne bien, on le casse. Donc, il n'y a plus de Civise. Le président Macron, de fait, a mis de côté le juge Durand, alors que c'était des espaces de recueil de la parole et de traitement de la parole et de proposition. Et aujourd'hui, il n'y a plus cet espace-là, et je crois vraiment qu'il faut... Avant ça, il y a ce dont parlait Sophie, les années 90, un inspecteur d'académie... Oui, mais ce qui est important aujourd'hui, vraiment, je crois, c'est comment on recueille cette parole. Mais comment est-ce qu'il est passé à côté à l'époque ? Sophie, à l'époque, peut-être, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, alors que ces espaces existaient, qu'ils étaient médiatisés, qu'ils ont fait des tours de France, qu'ils ont permis à cette parole d'exister et donc d'être reconnue et ensuite accompagnée, ça n'a pas été le cas. Et je crois, pour dire les choses rapidement, qu'il faut remettre en place une Civise qui permette à cette parole d'exister. Et deuxième réponse... Très vite, il y a encore beaucoup de questions à aborder. Oui, il faut en effet... On revient sur le débat. Il faut en effet qu'on contrôle, on accompagne et qu'on sorte de cette forme c'est d'omerta. la question centrale. Vous vouliez prendre la parole, ensuite, évidemment, je vous la transmets, Philippe Devant. Je voulais revenir sur la question de la SIAZ, la commission d'enquête sur les abus dans l'Église. Elle a recueilli des paroles de victimes de Bétarame. Et il y en a... Je crois qu'il y en a déjà 19 qui sont rentrés dans un processus d'indemnisation de la part de la communauté elle-même. On va le détailler dans un instant. Il y a déjà des paroles qui... La parole s'est déjà un peu libérée. En plus, il y a à peu près un an, il y a eu déjà pas mal d'articles parce qu'il y avait beaucoup de plaintes qui ont été déposées. Et malgré tout, j'ai encore vu aujourd'hui, lu le témoignage d'un homme qui s'est déposé à porter plainte il y a quelques jours. Il était passé à côté de la SIAZ, il était passé à côté de cette médiatisation il y a un an. Et là, il a été... vraiment marqué par la parole d'Alain Esquer qui lui disait, donc une des victimes qu'on a entendu tout à l'heure, et il s'est dit j'ai le droit de parler, enfin à 80 et quelques années, et là encore c'est un homme complètement brisé comme vous disiez, donc ça veut dire que la parole elle met du temps à se libérer et qu'il faut vraiment plusieurs vagues pour réussir à toucher toutes ces victimes. Philippe Delorme, on a passé vraiment la large première partie de ce débat, avant les 2 tiers, à parler des contrôles. Et est-ce que vous faites le lien entre les lacunes ou les absences de contrôle sur les établissements privés sous contrat et des affaires comme l'affaire Notre-Dame de Bétarame? Alors, si vous permettez, comme Madame la sénatrice, ce qui est important aujourd'hui, ce sont les victimes. Et je ne peux que me satisfaire que les victimes soient entendues, écoutées
Parce que quand le rapport de la SIAZ est sorti, le rapport Sauvé indiquait, malheureusement, que 30% des abus sexuels avaient eu lieu en milieu scolaire. Je n'ai été interrogé par aucun journaliste sur cette question-là. Quand l'an dernier, 110 plaintes ont été déposées par les anciens de Betaram, les réactions médiatiques n'ont pas été très nombreuses non plus. Oui, c'est sûr qu'il a fallu qu'il y ait des projecteurs sur le Premier ministre. Il a fallu cette affaire pour qu'enfin on les écoute. Politique. Oui, pour qu'enfin on les écoute. Donc ça doit tous nous interroger là-dessus. Mais je vais répondre à votre question. Revenons je vais répondre à au la question, mais je veux dire... Absence de contrôle, est-ce que oui ou non, pour vous faites le lien avec je pense que l'absence de je pense très sincèrement qu'il faut, et j'espère pouvoir rencontrer Mme Borne, que je n'ai pas encore rencontrée depuis qu'elle est nommée, pour échanger avec elle, parce que ça ne sera pas le contrôle financier ni le contrôle administratif en tant que tel qui va permettre ça. Je pense qu'il faut inventer quelque chose de nouveau, et il faut inventer quelque chose de nouveau, poursuivre ce qu'on a, nous, on a déjà mis en place, mais qu'on n'est pas les seuls, parce que c'est une affaire globale. D'ailleurs, la commission parlementaire qui a été votée concerne toute l'école, pas seulement les écoles privées et publiques. Mais comment prévenir, comment agir, comment empêcher ça, et on a tous une responsabilité. C'est vraiment l'affaire de tous, et l'enseignement catholique ne se dérobera pas là-dessus. Vous ne pensez pas que s'il y avait plus de contrôle systématique sur les établissements privés, quand il y a une... Alors le mot dérive est même faible, hein, quand il y a des monstruosités comme ce qui s'est passé à Betaram, ça sortirait un peu plus. Je pense que ça je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ça serait sorti. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ça serait sorti. C'est ça, le drame. C'est que c'est des enfants qu'on n'a pas écoutés. Et même si on les écoutait, on leur disait, c'est pas vrai, tu mens de toute façon. C'est l'institution, c'était le poids de l'institution. C'était le poids de l'institution, mais qui ne touchait pas que l'enseignement catholique. D'ailleurs, à une époque, quand même, on a aussi fait la promotion de méthodes éducatives absolument scandaleuses. Aujourd'hui, je pense quand même que la société française a évolué et que la parole s'est libérée. Et ça, c'est grâce à tous les mouvements MeToo, etc. Oui, mais regardez, pourquoi est-ce que chez les frères de Betaram, pourquoi est-ce que c'est le vicaire général, donc le diocèse, qui prend la parole et pas la congrégation elle-même? Est-ce qu'on est sûr que la congrégation a pris conscience et de la responsabilité de ces congrégations religieuses? Depuis ce matin, visiblement. Oui, il y a eu cette annonce de... Oui, mais enfin, qui a fait cette annonce? C'est le Betaram qui a fait l'annonce. C'est Betaram. C'est Betaram qui a fait l'annonce. C'est de la congrégation. Ceci étant dit, je ne comprenais pas pourquoi Betaram se taisait. Alors, on va peut-être rappeler, peut-être vous pouvez le faire, Clément Soudaille, c'est vrai que pour l'instant, la congrégation qui gérait cet établissement n'avait pas pris la parole. Il y a enfin eu ce mardi matin une déclaration. Une déclaration disant que, en rappelant juste ce que je disais il y a quelques instants, qu'ils ont déjà commencé à indemniser des victimes de prêtres, mais là, ils ont enfin pris la décision d'indemniser aussi les victimes de laïcs qui enseignaient, enfin, soit enseignants, soit surveillants, qui n'étaient pas religieux de la congrégation, mais c'était quand même sous leur responsabilité. Et ils reconnaissent leur responsabilité. Ils reconnaissent, enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Ils reconnaissent leur responsabilité, ils vont vendre des biens immobiliers pour pouvoir indemniser les victimes. On va effectivement l'expliquer. Et puis au-delà de ça, grâce à Lorraine Barrière qui peut nous rejoindre sur ce plateau, vous expliquer comment fonctionne, rebonsoir Lorraine, comment fonctionnent les instances de réparation des victimes de l'Église ou des établissements scolaires religieux. Tout commence le 5 octobre 2021 avec la publication du rapport Sauvé qui révèle l'ampleur des abus sexuels dans l'Église catholique. Un bilan accablant, 216 000 enfants et adolescents victimes de violences ou d'agressions sexuelles de la part de religieux en France depuis 1950. Ce chiffre monte même à 330 000 enfants si l'on prend en compte les victimes d'agresseurs laïcs. Ce rapport confirme l'existence d'un problème, je cite, systémique dans l'institution et recommande notamment la reconnaissance des victimes par l'Église. 2 instances de réparation voient le jour, la Commission Reconnaissance-Réparation, la CRR, pour les victimes adultes et enfants de membres de congrégations religieuses comme la Congrégation des Pères de Betaram. Chaque congrégation finance l'indemnisation des victimes. Et puis il y a aussi l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation pour les victimes mineures seulement de membres d'un diocèse. Là, c'est la conférence des évêques de France qui alimente le fonds d'indemnisation. Et on est donc plus de 3 ans après leur mise en place. Quel bilan peut-on dresser ? Eh bien, en 3 ans, la CRR a indemnisé 475 victimes. De son côté, rien que pour l'année 2023, l'INIR en a indemnisé 502. Les victimes peuvent saisir les 2 organismes pour demander une réparation financière plafonnée à 60 000 €. Dans le cas de l'affaire Betaram, après examen des demandes par la CRR, la Congrégation des Pères de Betaram a indemnisé 19 victimes de violences sexuelles prescrites perpétrées
par des religieux pour un total de 700 000 €. Ce matin, cette même congrégation a annoncé qu'elle allait elle-même indemniser désormais les victimes de laïcs sans la CRR, et ça, c'est une première. Enfin, dernière annonce, la création d'une commission d'enquête indépendante financée là encore par la congrégation des pères de Bethlehem, une instance composée de membres externes qui reste encore à définir. Et évidemment, ça rappelle la décision d'Emmaüs France et d'Emmaüs International en septembre dernier de créer une commission d'experts indépendants à la suite de multiples accusations de violences sexuelles recensées à l'encontre de l'abbé Pierre. Commission qui s'est mise au travail au début de l'année, et ce pour 2 ans. La justice restaurative, Thomas, n'efface pas le passé, mais peut libérer l'avenir. C'est en tout cas l'un des défis de l'Église. Merci beaucoup pour ces détails, Lorraine. Colombe-Brossel, on voit que, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de victimes qui attendent très très longtemps, qui n'ont pas osé, qui ont été écrasées par la culpabilité, la notabilité dont nous parlait Sophie tout à l'heure, et qui finalement dénoncent et veulent porter plainte très tard. Ça pose la question de la prescribilité ou de la prescription, pour parler français, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de compliquer le mot, la prescription des crimes sexuels commis. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus ? Parce que là, on parle d'une réparation. Est-ce que ça prend la place d'une procédure judiciaire en bonne et due forme ? J'en suis pas convaincu. Là-dessus, si on reprend les travaux qui ont été faits par la commission animée par Jean-Marc Sauvé, et de nouveau je reviens sur la commission animée par le juge Durand sur les victimes d'inceste ou de violences sexuelles pour les enfants, ça n'a pas vocation à remplacer la loi. Ça a vocation à recueillir la parole pour qu'elle existe et qu'elle soit ensuite traitée et accompagnée. Et ces 2 commissions, d'ailleurs, avaient proposé des plans d'action en plusieurs points. Vous faisiez allusion au fait que peu s'étaient saisis en effet des conclusions sur l'enseignement dans le cadre de la SIAZ. Le plan d'action de la Civise, il y avait 30 points, honnêtement. Personne ne s'est attaché à les mettre en œuvre. Et tout ne dépend pas, pour le coup, sur ces sujets-là, du Parlement, du législatif. Il y a des choses qui dépendent vraiment directement des ministres et des administrations. Il faut qu'on se dise collectivement que la question des violences contre les enfants, même lorsqu'ils étaient enfants il y a très longtemps, elle est absolument fondamentale, et qu'aujourd'hui, l'importance... On n'a pas l'impression que ce soit le cas. Mais je suis bien la première à le regretter, parce que vous disiez... ce ministère. Toujours pas de ministère, et par ailleurs, une haut-commissaire, mais qui n'a toujours pas été nommée. Nous sommes toujours le 4 mars. Donc ça doit être une priorité dans ce pays, parce que c'est aussi ce qui permet de construire le chemin d'une forme de réparation. Et puis parce que ça coûte très cher à l'État. Les enfants abusés aussi. Mais bien sûr. C'est terrible. Mais bien sûr. C'est pas ça le principal. Mais... Ah non, mais ça... Alors, ça détruit des vies. Je voudrais revenir, il nous reste quelques minutes, sur cette commission d'enquête parlementaire. Alors, c'est pas, il y a les pouvoirs d'une commission d'enquête, on va simplifier. Et je vous propose d'entendre Paul Vannier, qui est député La France Insoumise, sur ce qu'il en attend. La commission d'enquête que l'Assemblée est en train de constituer, elle ne porte pas sur l'identification des agresseurs, des pédocriminels. Elle ne vise pas à, au fond, organiser ce qui serait un simulacre de procès. Elle s'intéresse aux modalités de contrôle par les services de l'État de ces établissements scolaires, de façon à ce que nous comprenions pourquoi des faits de violence, des violences physiques, des violences sexuelles, des violences psychologiques, tous faits de violence peuvent être pendant si longtemps commis sans qu'aucun service ne les détecte et ne permette de les faire cesser. Clémence Houdaille, ces faits de violence, ils sont liés aux établissements privés ou aux internats ? Eh ben, on voit bien que la plupart des victimes, c'est dans le cadre des internats. Enfin, dans le cas de Bethlehem, j'ai eu un ancien demi-pensionnaire dans les années 60-70 qui me disait « Non, mais moi, j'étais demi-pensionnaire. Donc, oui, j'ai pris des claques comme tout le monde à l'époque. Parce que voilà, mais... on peut faire la différence entre les claques, les méthodes éducatives des années 70 et des faits de violence. Mais il savait très bien qu'il n'avait pas subi ce que subissaient les pensionnaires qui étaient envoyés là pour les méthodes éducatives. Et si je peux me permettre, sur ces méthodes éducatives, il y a un point particulier à Bethlehem, je parle sous votre contrôle, c'est que c'est
c'était l'éducation des enfants plus âgés aux enfants plus jeunes. C'est-à-dire que c'était les enfants plus âgés qui avaient le contrôle sur les plus jeunes. Or, quand il y a une absence de contrôle dans ce cadre-là, qui ressemble à celui du scoutisme, c'est une pédagogie qui peut avoir ses bénéfices, mais qui là n'en avait aucun parce qu'il y avait une absence de contrôle. Et on parlait dans le reportage sur les abus, ils étaient commis, y compris par des enfants contre d'autres enfants. Et c'est ça qui est épouvantable, c'est un système. Mais c'est le cas aussi, dès qu'il y a des enfants entre eux et dès qu'il y a des lieux clos, comme un internat, comme un camp de jeunes. Et on parlait beaucoup des contrôles financiers, des contrôles administratifs. Mais moi, je m'interroge sur le contrôle spécifique des internats, justement. Et on en parlait tout à l'heure avant d'être à l'antenne. Et en fait, il n'y a pas de à part les contrôles de sécurité, comme tout lieu qui reçoit du public, il y a un vrai sujet. Sur les méthodes éducatives. Et sur les méthodes éducatives, parce qu'on sait très bien que c'est un lieu à risque pour les enfants dès qu'ils sont soit entre eux, ou avec des adultes dans un lieu clos. Double question, est-ce qu'il y a toujours autant d'internats dans les établissements privés? Et puis, est-ce que vous disiez, on réfléchit à des systèmes de contrôle sans attendre forcément l'État? Est-ce qu'il faut plus le contrôler? Vos propos, le rapport Sauvé le montre très bien. Entre 50 et 70, là où on avait beaucoup d'internats, c'est que là qu'il y a eu principalement des abus sexuels. Et il y a eu un effondrement du nombre d'internats pour plein de raisons, et on a vu une baisse très forte de ces agressions sexuelles. Donc l'internat est un lieu clos, comme d'autres lieux d'ailleurs, de colonies, etc. On pourrait faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il y a des points déjà qu'on a mis en place, parce qu'il faut, par exemple, dans le recrutement des maîtres d'internat, dans la façon dont c'est organisé, dans la façon dont c'est surveillé, il y a tout un tas de procédures qui permettent d'éviter, je pense, un certain nombre de drames, mais l'internat est un lieu où on doit être vigilant. C'est à vous de les mettre en place sans attendre l'État? On a déjà mis en place un certain nombre de choses sans attendre l'État, puisqu'on a un programme de protection des publics fragiles qui est en œuvre depuis 2018. Donc même avant le rapport Sauvé, où on a déjà pris en compte toutes ces questions-là. Ça ne veut pas dire que ce soit parfait, mais ça veut dire quand même qu'on est très préoccupé par ça. Et donc on est vraiment dans une démarche à la fois de comprendre ce qui peut se passer, de prévenir et d'agir. Ce qui a considérablement changé ces dernières années, je pense, qui est lié à tout un environnement de notre société, c'est qu'aujourd'hui on ne cherche plus à défendre l'institution, on défend la personne. Et tous ces drames ont pu être... Il faut espérer. Chez nous, moi, je vous promets que c'est vraiment notre... Il faut espérer. C'est vraiment ça qu'il faut changer. Parce que c'est parce qu'on a cherché à défendre l'institution qu'on a massacré des personnes. Et c'est inadmissible. Quelle que soit l'institution. Quelle que soit l'institution. Là, je parle en tant que... Voilà, d'où je suis. Mais c'est épouvantable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit plus accepter jamais. Plus accepter jamais. De même qu'on a vraiment dit, vraiment le message qui passe auprès de nos chefs d'établissement, c'est de signaler les faits et de ne pas les interpréter. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Vous pouvez retrouver nos débats sur Public Sénat sur notre plateforme publicsénat.fr. Nous réécouter en podcast également sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Votre rendez-vous dans la matinale demain, notez que ce sera Sandro Gozzi, l'eurodéputé franco-italien Renew, qui sera l'invité d'Oriane Mancini. Belle soirée. Merci.